Bretton Woods avait ce qu'on appelle le monopole de créer la monnaie. Et à partir de 1971, il commençait à créer ce qu'on appelle la fausse monnaie, c'est-à-dire qu'il n'a aucun équivalent. Pendant des décennies, le dollar était acheté par la planète entière. Pays pétroliers, la Chine, le Japon, tout le monde a besoin du pétrole, tout le monde a besoin du dollar américain. Et les Américains avaient besoin de plus que le pétrole pour financer leur gigantesque dette interne, puisque l'Américain consomme 10 fois plus qu'il produit. Donc, ils ont commencé à vendre ce qu'on appelle les bons du trésor. Et les bons du trésor, ils ont commencé à vendre à 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, 150 ans. Maintenant, ils vendent des bons de trésor à 200 ans. Vous avez un graphique ici. La source, c'est donc la Banque centrale américaine elle-même. Vous avez une croissance de l'achat de ces bons du trésor. Et regardez, à partir de septembre 2011, tout le monde commence à vendre ces bons du trésor. C'est-à-dire, les États-Unis ont perdu leur principale source de financement à côté du dollar, les bons du trésor. Regardez ici, la ligne verte, c'est la chute, c'est-à-dire, en fait, tout le monde commence à vendre plus de bons du trésor qu'il en achète, y compris la Chine, qui était le plus grand bailleur, puisque je vous ai indiqué, d'ailleurs, le démarrage de la crise, je l'avais pronostiqué après les Jeux Olympiques de 2008, de la Chine, parce que la Chine est devenue le plus grand banquier, en fait, des États-Unis. Voilà, depuis septembre 2011, à côté du dollar, les Américains ont perdu la première source de leur ressources, en fait, d'endettement, qui est le bon du trésor. Donc la planète entière n'achète plus les bons du trésor, mais il en vend. Donc ça, c'est une donnée depuis septembre. Donc là, c'est la répartition de la dette américaine qui la détient. Vous avez la Chine, les pays pétroliers, vous avez le Japon, et ainsi de suite. Alors cette crise, elle commence à se manifester par quoi? Quelle est la nature qui nous permette de dire que c'est une crise systémique au niveau mondial? Regardez, il y a un tableau, vous avez la source en bas, et ça c'est tous les pays, et la petite croix c'est les conflits qui sont en train de naître au niveau mondial. Par exemple, vous avez ici, les premières lignes, ici, c'est les croix, c'est en fait les troubles publics, c'est-à-dire contre la politique d'austérité des États. Vous l'avez vu aux États-Unis, vous la voyez ici, c'est concernant la fameuse crise. Regardez les petites croix. Ici, c'est concernant les salaires, les employeurs, et ici, c'est le chômage. Donc, il n'y a pas un seul pays. Si vous prenez l'Australie, vous prenez le Canada, le Brésil, la Bulgarie, la Chine, même la Chine. La Chine, regardez. Vous voyez ici, c'est l'employeur. Ok? Parce que la Chine représente une particularité. Beaucoup d'entre vous pensent que la Chine est devenue un géant de l'économie mondiale. En fait, c'est un géant qui est en carton. Pourquoi? Parce que la Chine, pendant les 2 dernières décennies, et surtout la dernière, a développé un produit gigantesque, un excédent gigantesque, surtout à l'égard des États-Unis, puis après l'Europe, moyennant quoi? Moyennant une dette sociale. Ça veut dire qu'ils ne payaient pas leurs ouvriers. Si vous allez en Chine, la moyenne du retard des ouvriers qui ne sont pas payés, c'est 10 ans. Ils leur donnent juste de quoi manger, le riz, les loges, mais ils ne les payent pas. Pourquoi? Parce que les patrons, c'est l'État. Vous avez des usines et des usines, ils sont entassés comme des sardines, ils travaillent jour et nuit, ils gagnent de l'argent, mais cet argent est empoché par l'État chinois. Elle le place aux États-Unis, elle le place à travers le monde, c'est devenu ce qu'on appelle un fonds souverain, gigantesque, mais les salariés ne sont pas payés. Et ils vont exploser. Si le reste de la planète, elle a une dette, tout le monde a une dette vis-à-vis de tout le monde. La Chine, elle a une dette interne gigantesque. Énorme. Elle représente peut-être 300% son PIB intérieur, et il faut qu'elle paye ses salariés. D'accord? Donc ici, vous avez vu dans la ligne, il y a les troubles à l'égard des employeurs qui commencent en Chine.
Alors, je vous donne une citation qui m'a paru quand même convenir au thème. Si les gens comprenaient comment fonctionne notre système monétaire, nous aurions une révolution et pas plus tard que demain. Ça, c'est Henry Ford, le fameux industriel de l'automobile, qui l'a dit. Donc, et à laquelle je souscris totalement. Si vous comprenez comment fonctionne le système monétaire, vous allez faire la révolution. Et la première révolution que vous allez faire, vous allez dire, on ferme les banques commerciales. En vertu de quel droit ils créent de la monnaie? En vertu de quel droit, moi, il me donne 1 million de dirhams, et monsieur, qui a les mêmes capacités, on lui dit non, parce que vous n'avez pas de garantie, donc vous ne pouvez pas. Donc si vous envoyez 10 personnes voir la banque pour un prêt, 9 reviendront sans prêt. Et pourtant, ils ont des projets qui marchent. Donc, on a dit que le système à intérêt bloque la circulation monétaire, mais il bloque la création de l'économie réelle. C'est pour ça, tout à l'heure, vous avez vu dans le tableau, vous avez un monde réel tout petit et un monde monétaire qui est gigantesque. Alors là, ce tableau-là, il est arrêté à l'an 2000. Regardez, en fait, la dette des États-Unis, comment elle grossit en rouge par rapport à son PIB. Donc déjà, vous avez une indication ici. La dette des États-Unis, 25 000 milliards de dollars, elle l'était en l'an 2000. Nous sommes en 2011. Déjà, rien que ce tableau vous permette donc de constater que la dette qu'on avance aujourd'hui n'a rien à voir. Pourquoi elle n'a rien à voir? Tout simplement parce que la dette de l'État fédéral donc, cache la dette qui est dans le bilan de la Banque centrale américaine qui a fait faillite. Et donc, je vais vous montrer ce bilan de cette Banque centrale pour que vous puissiez comprendre en fait la taille. Voilà le bilan de la Fed, la Banque centrale américaine. En 2008, il représentait ici, vous avez vu, une base inférieure à 10. Et regardez l'augmentation de 2008 jusqu'à aujourd'hui. Ça représente les dettes de tous les secteurs bancaires qui ont fait faillite, les grandes entreprises qui ont fait faillite, les compagnies d'assurance qui ont été prises en charge par la Fed. C'est-à-dire, on a transféré la dette privée à la Fed, au public. La Fed l'a transférée maintenant au Trésor américain, c'est-à-dire l'État, et l'État essaye désespérément de noyer cette dette au niveau planétaire. Donc, il supplie les Chinois d'acheter davantage de bons de trésor, les pays du Golfe d'acheter davantage de bons de trésor. Il supplie les Européens donc, de corriger leur système pour qu'ils continuent à acheter davantage de bons de trésor. Et donc là, vous avez à côté les bilans des autres banques centrales. Regardez la BCE en rouge. La situation, elle est beaucoup plus saine. Là, vous avez la Fed en bleu foncé, en noir, et vous avez la Banque d'Angleterre juste à côté. Les deux pays qui vont connaître en fait les plus gros problèmes dans l'année 2012 sont bien les États-Unis et la Grande-Bretagne. Là, vous avez en vert la Banque du Japon. La Banque du Japon aussi, mais elle a la particularité d'avoir une dette qui est interne, c'est-à-dire elle est japonaise. C'est les Japonais qui y ont prêté à leur État. Donc soit elle va dire j'annule tout, et vous connaissez la discipline du Japonais à l'égard du devoir national. Et là, vous avez en marron la BCE. C'est-à-dire la crise que vous êtes en train de voir en Europe, elle n'est pas en Europe, elle est là, aux États-Unis, en Grande-Bretagne d'abord, mais les manifestations premières, en fait, apparentes en Europe. Pourquoi? Parce que l'Europe est un pays qui est, de point de vue économique, il est plus sain. L'Allemagne refuse catégoriquement de faire comme la Fed et la Banque d'Angleterre, c'est-à-dire créer davantage de monnaie, monétariser la dette. C'est-à-dire toute la dette qu'ils ont, il suffit de créer beaucoup d'euros et on n'a plus de problème. L'Allemagne refuse. L'Allemagne veut imposer une discipline budgétaire, c'est-à-dire ils veulent qu'on revienne en arrière, le désendettement, et on maintient une monnaie. C'est ça ce qui va en quelque sorte sauver un petit peu l'Europe, ce qu'on appelle l'Euroland, puisque la crise va durer juste une dizaine d'années. Mais en Grande-Bretagne et aux États-Unis, cette crise va durer au-delà de 20 ans.
Donc vous avez ici le bilan. Donc ici, les pays de la zone euro, Allemagne en tête, refusent de suivre le chemin de la Fed et de la Banque d'Angleterre en s'interdisant de faire tourner la planche à billets tant que la discipline budgétaire n'est pas assurée au sein de l'Euroland. Donc là où il y a la crise, en fait, c'est uniquement quelques manifestations de la crise. La vraie crise, elle est bien, bel et bien aux États-Unis, et vous allez la découvrir, en fait, surtout après février. Alors regardez la citation, j'ai bien retenu cette citation aussi. De l'autre côté, nous pensons que Zhu Min, le gouverneur adjoint de la Banque centrale chinoise, le monde n'a pas assez d'argent pour acheter encore plus de bons du trésor américain. C'est une citation, donc en fait, de 2009. Alors voilà ce qu'entraîne en fait le système au niveau mondial. Je vous ai exprès donc exposé une photo ici de deux petits Américains en train de manger et en bas un petit Africain. C'est exactement ce qu'a entraîné le système à intérêt, c'est-à-dire une exploitation à l'extrême où on a créé des petits esclaves partout pour nourrir, en fait quoi? Pour nourrir uniquement l'intérêt, les grands capitaux. Et donc, si vous prenez la planète aujourd'hui, vous trouvez qu'il y a 575 000 personnes qui travaillent pour une personne. C'est-à-dire, vous, indirectement, avec les fameux 40% que je vous ai indiqués, vous payez les intérêts ici via Banque Populaire ou Wafa-Bank aux Sociétés Générales qui transportent ça en Europe, qui transportent ça aux États-Unis. Une seule fortune, il y a 575 000 personnes qui travaillent pour. Donc vous voyez que ce système, qu'est-ce qu'il génère? Il génère en fait l'extrême. D'un côté, il gonfle, d'accord? Et de l'autre côté, l'économie réelle, elle se réduit. Donc, c'est malheureux de voir cette photo, mais ça, c'est l'économie réelle, et ça, c'est la tumeur, en fait, que vous voyez ici à côté. Regardez, bon, il y a la tumeur, en fait, il y a même un symbole, c'est McDonald's, ils sont en train de manger McDonald's, donc il est condamné à grossir jusqu'à venir à Oujda. Qui pensait que McDonald's, un jour, il va venir jusqu'à Oujda? Pourtant, quand on réfléchit, McDonald's, la viande, c'est à nous. Le local, les salariés, tout est à nous. Et pourtant, ils ont un droit, c'est une taxe qu'ils prennent juste pour un nom. C'est tout, le nom. Ok? Alors, quand tout à l'heure, j'ai soulevé la question de l'endettement extérieur, croyez-moi que les richesses qui existent dans un pays, c'est uniquement les richesses d'un système. Je me suis fait un devoir de calculer, par exemple, la balance entre nous et l'Europe. J'ai découvert un ouvrier marocain qui travaille en Europe, quand il gagne 1000 euros, quand il vole 1000 euros, quand il pratique l'escroquerie en France pour 1000 euros, quand les allocations familiales lui donnent 1000 euros, il rapporte 13 000 euros. 13 000 euros. Ça veut dire que la France, pour chaque émigré, elle nous prend 13 000 euros tous les mois. Comment? Maroc Télécom, 12 milliards chaque année. Le TGV, l'eau, l'électricité, la farge, les laboratoires pharmaceutiques et tout ça. Ils ont fait de notre État, c'est-à-dire du Maroc, une petite colonie financière. Ils nous prennent 45% de notre économie. Franchement, si vous devenez ministre de l'économie et des finances, moi la première chose, je dis aux 800 000 ou 900 000 émigrés marocains, vous rentrez chez vous, je vous fais une villa, une piscine, un salaire identique, mais je coupe les relations avec la France. Ou soit je rétablis le rapport en ma faveur, ou soit il faut qu'il soit le rapport équitable. Vous me prenez 1000 euros, je vous prends 1000 euros. Le Mali, c'est pire. Le Mali, pays pauvre. Un Malien, quand il gagne 1000 euros en France, il rapporte à la France 44 000 euros. L'uranium malien, ils peuvent le vendre à d'autres. Areva s'est installé au Mali, moyennement, il y a des immigrés qui vont en France. Donc, vous voyez, ce n'est pas tellement besoin de capitaux qu'on a, mais on a besoin d'un système. Un système qui est en fait génial. Pourquoi? Parce qu'il permet un équilibre entre ce qu'on appelle l'économie réelle et l'économie monétaire. Il ne grossit pas. Il y a une croissance qui est naturelle. Regardez toutes les indications. Zakat, c'est pour empêcher la monnaie de grossir, le capital de grossir. Sadaqa, c'est pour empêcher la monnaie de grossir. Mais plus important encore, vous
prenez ce système, celui-là, il prône ce qu'on appelle la croissance exponentielle. Ce bébé, il va exploser en continuant à manger. Mais nous, on a un système qui est le juste milieu, c'est-à-dire qu'il permet la croissance naturelle. Naturelle. Le mois de Ramadan, je vous ai donné le mois de Ramadan comme exemple. D'accord? Je vous ai donné l'histoire là de l'Autriche, de Vogel. Mais quand vous prenez le système financier musulman, et on entend des banques musulmanes et tout ça, des banques islamiques, ça n'existe pas dans notre système. La monnaie, c'est un bien public, c'est le trésor, c'est l'État. C'est elle qui crée ses agences, c'est elle qui gère sa monnaie, c'est elle qui en crée en fonction des besoins de la nation. Et non pas une banque privée qui, elle, collecte et prête, etc. Et on va aboutir à un système qui est pire que le système à intérêt. Parce que vous allez payer beaucoup plus cher. Par exemple, si le système à intérêt, j'ai pris l'immobilier et j'ai pris les autres biens de consommation. Je vous avais dit que chaque bouteille donc, est taxée de 40% d'intérêt, automatiquement. Mais l'immobilier, c'est pire, c'est 100%. Si vous prenez le total, entre l'immobilier et les biens de consommation ordinaires, ça veut dire celui qui a une dette. Celui qui a une dette de 800 dirhams par mois, il n'en paye que 150 dirhams. C'est tout. Sans intérêt, il n'en paye que 150 dirhams. Je vous laisse deviner quel moyen il aura chez lui quand il paye que 150 au lieu de 800 tous les mois. C'est-à-dire les moyens de prospérité qu'il aura chez lui. Donc on a un système qui prône en fait une croissance naturelle, c'est-à-dire on croît avec la nature. Quand on atteint 1,80 m, on ne peut pas aller au-delà. C'est-à-dire les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. Ils ont une taille, ils s'arrêtent. Tout s'arrête. Mais le système à intérêt, c'est un système expansionniste. D'abord, interrompt. Il rend à l'état d'esclavage toute une nation, puis après il va vers les autres nations. Donc il émigre. McDonald's a émigré à cause de ce système à intérêt, jusqu'à chez nous. Donc maintenant, vous avez vu les affichettes, même votre l'Udhiya, l'Eid, on vous le propose avec un système à intérêt. Consommez l'Eid, vous n'avez pas l'argent, on vous donne l'argent, consommez, achetez l'Eid, et puis vous allez payer que 300 dirhams de taxes. Vous avez vu l'aberration. Quelqu'un qui n'a pas les moyens pour acheter un mouton, peut-être il va être content le jour de l'Eid, il va acheter le mouton, il va le consommer, mais le lendemain, 3000 dirhams, comment il va les payer? Comment? La maison, il est ruiné. Les enfants sont ruinés, la femme, il est ruinée, il va exploser. Il va vivre ce qu'on a démontré tout à l'heure, le stress permanent. Donc, je vous ai donné un résumé très très rapide. On va laisser peut-être la place au débat, à vos questions, qui me permettront peut-être de compléter en fait l'ensemble de ce que j'ai développé. Et je vous remercie de votre attention. والغنية والثرية والمثرية بما طرحت من أفكار ومن آراء، ونتمنى أن الحوار والنقاش اللي سيتعرف القاعة بعد ذلك سيكون أكثر فرصة للأستاذ أن يوضح أكثر بعض القضايا وبعض القضايا المرتبطة بهذا الموضوع. بالنسبة للمتدخلين يمكنهم أن يتدخلوا سواء باللغة العربية والفرنسية كما يشاءون أو الدارجة. نرجع la dernière idée qui a été développée par Sindeli pour cette conférence très intéressante et qui nous fait réfléchir à beaucoup de nos préconceptions et la conception qu'on a de part des médias. La dernière idée, c'était qui choque un peu, c'est vous avez dit que si les finances islamiques en tant que solution, dans leur version actuelle, s'ils sont portés par le privé, ils vont empirer la chose. Donc, est-ce que vous proposez que la solution qui est les finances islamiques soit portée par les États? Les merci. منذ سنوات 5 سنوات كتب أحد المختصين الصينيين سونغ كتابا بعنوان حرب العملات، وقد وضح فيه المقارنة
المؤامرة التي كانت تحاك ضد الصين من طرف بعض العائلات المحتكرة للمال مثل عائلة روتشيلد، وأشار أن الأزمات المالية ليست طبيعية ولكنها مفتعلة مصطنعة. رأيك في هذه القضية؟ السؤال الثاني، تحدث الأستاذ على أن أوروبا تستفيد من البلدان العربية والإفريقية مقابل وجود مغاربة وأفارقة داخل البلدان الأوروبية، وقلت بأنك لو تم وكنت وزيرا لطلبت من المغاربة العودة إلى بلدهم. هل تعتقد بأن حل الأزمات أو حل هذه المشاكل هي تقنية، يعني مجرد مبادرة تقنية؟ ثم طرحت أن مسألة الزكاة والصدقات كقيم إنسانية وسلوكات فردية تعمل على تنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتحل كثير من المشاكل، هذا صحيح. لكن أنا أرى بأن هذه السلوكات الفردية وهذه القيم الإنسانية تحتاج إلى إدماجها في نسق مركب، يعني في نسق اجتماعي سياسي اقتصادي، وبالتالي هو نسق ينبغي أن يتأسس على رؤية حضارية، باعتبار أن وقد كنا تابعنا هذه الأيام في المركز المنافسة الجبائية، وقد أنا لست مختصا ولكني متتبع لما يحدث في العالم. يتبين لي أن النسق المالي بالمواصفات التي تحدثتم عنها وبنظام المنافسة الجبائية هو نتاج نظام حدث في لحظة معينة من الزمن انطلاقا من نشوء أمريكا منذ قرنين، وتجاوز يعني هذه التجربة التي تجاوزت الدولة القطرية في أوروبا إلى الدولة الفيدرالية ذات الخصوصيات المختلفة تماما عن الدولة بمفهومها الأوروبي. ولاحظنا كيف البلدان الأوروبية انتبهت إلى هذه التجربة بعد الحرب العالمية الثانية، يعني بعد قرن ونصف، لتعيد الاعتبار إلى الشأن الجهوي ثم تعيد على أساسه بناء ما يسمى بالاتحاد الأوروبي. ويبدو أن المسألة المالية أو الاقتصادية لا يمكن أن نتحدث عنها بمعزل عن الأنساق الأخرى التي من بين أهمها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. مثلا تحدثتم على بطاقة الائتمان التي كانت تعطي تسهيل القروض. هل تعتقد بأن كل من استفاد من بطاقة الائتمان كان ضحية أزمة؟ المسألة تتعلق بشخصية الفرد أيضا، هناك من كان يقترض فقط للاستهلاك، وهناك من كان يزن مسألة الاقتراض ليستفيد من هذه التسهيلات لمسائل قد تساعده في بناء مشاريع أو حل مشاكل قد تعود عليه بالنفع مستقبلا. فبالنسبة للإسلام، أنت تحدثت عن الإسلام من بين الثقافات التي تؤكد على بناء الفرد، يعني كيف يتعامل الفرد مع محيطه بكل تناقضاته وتعقيداته. وشكرا. Monsieur, vous avez parlé de le fait. Monsieur Mdaya a parlé de fait de s'endetter à l'extérieur. Vous avez dit que le fait de s'endetter à 5% pour réaliser un taux de croissance de 2%, c'est une destruction de la base, de la richesse nationale. Donc, ma question est la suivante. Quelle est la solution pour les pires dans l'épargne domestique est très faible par rapport aux énormes opportunités d'investissement interne? C'est-à-dire, comme c'était le cas des pays émergents d'Asie du Sud-Est dans les années 90. Merci. C'est toujours intéressant de passer ce café. C'est aussi discuter avec. Ma question se porte sur que la crise financière internationale. Il y en a certains qui avancent que les grands finances, comme les Rothschild, poussent et profitent, même s'ils n'ont pas créé la crise, dans les
pousser de construire à partir du chaos. Parce qu'on construit toujours à partir du chaos. C'est-à-dire ce qu'on appelle des concentrations pour réaliser un gouvernement mondial. Ce que vous appellent certains, mais d'une manière de mépris, les complotistes. Concernant c'est-à-dire parmi les solutions qu'on pourrait envisager pour sortir de cette crise, c'est la dévaluation du dollar avec au moins 50 ou 60, même à 100%, comme c'était le cas de la France en 1947, qui avait créé le nouveau franc qui valait 100 fois l'ancien franc. Quelles seraient les conséquences? Et le rôle du yuan chinois en ce moment. Concernant la tumeur, je crois que la composition de la création de la monnaie n'est pas le fait que des crédits, mais aussi des déficits des États. Alors, comment peut-on remédier aux déficits sans recourir à la dette? Merci. La qualité de l'exposé. Ma question est, je veux quelques mots sur l'implication et l'effet de l'économie virtuelle sur la substitution de la souveraineté des peuples. Autrement dit, comment la crise financière a changé des gouvernements en Europe, et, comme vous l'avez dit, des régimes arabes, puisque on a vu quelques régimes tomber, par exemple la Syrie, la Tunisie, l'Égypte. Pourtant, il n'y avait pas avant des pensées qui poussaient vers une révolution. Il n'y avait pas des penseurs. Hein. C'est plus une évolution. C'est un fait de la crise mondiale. On n'a pas pensé la chose. Hein. C'est plus un impact. Hein. Donc, pour moi, la finance, c'est substituer à la souveraineté des peuples. C'est la finance qui choisit les gouvernements. Je soutiens votre aussi. Salam alaikum. Monsieur Koudali, j'ai assisté à une conférence, de vos conférences il y a 2 ans, à la fac des lettres, des droits. Vous aviez prévu l'écroulement total de l'économie et du système monétaire américain en 2010-2011. Vous aviez même parlé de perturbation sociale, de révolution, etc. Je m'attendais à cela, mais la révolution a eu lieu dans le monde arabe, le printemps arabe. C'est comme Marx avait prévu la révolution en Angleterre, mais la révolution a eu lieu, déclenchée en Union soviétique, ex-Union soviétique. Mais quand même, vous aviez parlé de perturbation, de grands changements qu'allait connaître le monde entier. Je voudrais revenir au cas du Maroc. Le Maroc connaît un changement. Il y a un nouveau gouvernement, il a choisi la révolution douce. Il y a des gens qui adoptent votre discours. Ça veut dire qu'ils sont pour le Badina et l'inspiration de la Sharia, l'établissement, l'instauration des banques islamiques, etc. Donc ils ont milité pour ça il y a plus de 10 ans. Est-ce que vous voyez qu'il y ait un certain espoir? Est-ce que le Maroc pourrait sortir de la crise avec le nouveau gouvernement? Je vais peut-être répondre à ces questions, puis on reprendra d'autres, parce que sinon, il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais peut-être répondre à ces questions-là, et on va, j'espère qu'on aura un peu de temps pour prendre d'autres questions. Bon, je vais commencer par la dernière. C'est vrai que dans les conférences que j'ai animées en 2006-2007, peut-être vous n'étiez pas à Rabat,
j'ai annoncé l'écroulement du système économique américain et je le maintiens. Je peux vous assurer que vous allez voir les Américains manger des poubelles. Sinon, moi, j'enseignerai plus l'économie, pour deux raisons. La première, elle est dans ce tableau. Vous savez, aujourd'hui, les Américains, pour créer $1 de richesse, il faut qu'ils s'endettent de $7. La courbe, elle est là. La rupture a eu lieu là. Vous savez, nous, on est des économistes, on observe la productivité, en fait, aux États-Unis, $1. Donc, la révolution a eu dans le monde arabe, j'avais annoncé simultanément la chute de tous les pays arabes sans exception. La seule erreur que j'ai commise, et il y a d'ailleurs un article d'un journal qui m'a critiqué il y a 6 mois, j'ai annoncé l'Égypte la première. L'Égypte. Et ainsi de suite. L'Égypte, le Yémen, le Soudan, le machin, le truc et tout ça. Et l'Arabie Saoudite la dernière. Je maintiens toujours mes prévisions parce que nous avons une population dans le monde arabe, nous avons une jeunesse qui n'a ni travail, ni avenir, palpable, si vous voulez. Alors vous pouvez leur proposer tout ce que vous voulez, mais quelqu'un qui n'a pas une maison, un travail et un avenir qui est clair, donc en fait, il fera la révolution. Et la révolution dans le monde arabe, ce qu'on appelle le printemps arabe et tout ça, je pense que l'Égypte, vous étiez au courant quand même que 8 millions de personnes mangeaient dans les poubelles et vivaient dans des cimetières en Égypte. Et l'Égypte, c'est pas un pays pauvre, c'est pas un pays, il a le gaz, il a quand même des richesses. Mais ce mouvement, il a une raison d'être financière, monétaire, c'est la misère. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'est la misère. Les gens, ils découvrent qu'ils ont des besoins. Maintenant, ils veulent avoir des besoins. Donc, est-ce qu'il se passe actuellement au Maroc, est-ce que c'est positif, pas positif, les gens qui parlent de Badil, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur une chose. Le système financier musulman, il faut qu'on le comprenne. Il faut qu'on les comprenne. Moi, j'ai assisté dans des centres, quand même, avec des savants musulmans, tout ça. Quand on regarde une banque qui vient avec le Badil, par exemple dans Safa, le mec, il vient nous expliquer comme quoi c'est financer l'immobilier, c'est halal et tout ça, mais ça coûte plus cher que le riba. Alors, moi, je lui ai posé 3 questions. Comment se fait-il qu'une banque qui fait riba, qui est Wafa Bank, crée une filiale, elle appelle dans Safa? Vous avez vu le riba fait le halal? C'est pas possible, ça. C'est exactement comme les microcrédits. Vous savez, quand vous êtes pauvre, les banques qui sont intelligentes, ils ont un taux moyen aux alentours de 6%. Vous avez les moyens de supporter les 6%, vous avez un salaire et tout ça, on vous prête à 6% parce qu'on sait que vous allez rembourser vite. Mais quand vous êtes pauvre, c'est bon qu'ils ont réfléchi, ils ont créé l'Amana, des petites maisons disséminées. En Inde, ils en ont créé beaucoup. Ils ont fait des microcrédits. Vous êtes pauvre, on ne vous prête pas à 6%, à 18%, à 12%, 16%. Pourquoi? Parce qu'on sait que parmi vous, il y a plein qui ne vont pas payer. Donc, on essaye d'éliminer la probabilité sur la masse. Aujourd'hui, en Inde, il y a 50 millions d'esclaves humains qui travaillent pour les gens qui leur ont prêté de l'argent. Il y a 200 000 suicides par an d'Indiens parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs prêts. Allez voir les statistiques officielles. Donc, le Badil au Maroc, quand on dit des gens qui sont en train de réfléchir, il faut qu'on comprenne ce que c'est que le système financier musulman. La monnaie en islam, le crédit, la dette en islam. Mais si vous mélangez le taux d'intérêt avec un espèce de truc et machin, et vous faites des stratagèmes pour dire allez hop, je vais sortir par là pour éviter que le hal. Ça me fait penser au mec qui va à la mosquée et puis il est nu au bord de la plage, tranquillement, il voit la télé et tout ça. Bon. C'est ce qu'on appelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je pense, il les a appelés Dul Wajhayn. Il n'a pas de problème, il fait ça, puis il fait d'autres choses, il n'y a pas de problème. Mais le système financier musulman, croyez-moi, il est tellement précis que sa compréhension n'est pas très simple. La façon dont circule la monnaie, la façon dont on attribue la monnaie elle-même. Mais vous ne pouvez pas créer des banques qui gèrent la monnaie, qui gèrent le billet. Imaginez que la justice, on la met au sein des banques. Allez, on va dire, allez,
la justice, la police, c'est un bien public. Bah, on va surveiller le villa qui a de l'argent, là le mec qui est riche, et le mec qui n'est pas riche, on dit il n'y a rien à surveiller, on le laisse. C'est exactement ce qui se passe avec ce système bancaire. Parce que la banque c'est un bien public, la monnaie c'est un bien public. Beit el-Mal, c'est pas interdit que Banque du Maroc ou Trésor du Maroc, ils ouvrent des agences partout à Oujda, partout, dans toutes les rues, au lieu d'ouvrir des agences bancaires un peu partout, qui créent des esclaves. Parce que le prêt en islam, il ne faut pas qu'il supporte mais le milliardième de ziyada, d'excédent. Vous achetez une voiture, on vous donne les prix de la voiture. Vous achetez une télé, on vous donne le prix de la télé. Et vous remboursez, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'on gagne dans ce système Beit el-Mal, c'est-à-dire le système musulman, qu'est-ce qu'il gagne tout ça? Mais quand on vous prête 400 000 dirhams, 40 millions, vous savez combien vous allez faire nourrir combien de familles? Le menuisier va travailler, l'électricien va travailler, ainsi de suite, c'est quelque chose. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de la vitesse de circulation de 200 dirhams. Avec 200 dirhams, je crée une richesse de 64 000 dirhams. C'est quand même beaucoup. Ou 24 000, je ne me rappelle plus du chiffre. Donc, il faut qu'on comprenne ce que c'est que le système financier musulman. Allah, il a interdit l'intérêt. Je vous ai expliqué tout à l'heure que la monnaie, c'est une unité de mesure. En vertu de quoi on va lui donner un petit pourcentage? En vertu de quoi? Quelle est l'explication économique? Il n'y en a pas. Moi, je n'en ai pas trouvé. Depuis 1987, je travaille sur le taux zéro et je n'ai pas trouvé une explication. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je voulais vous montrer le texte d'un prof agrégé des facultés de droit. Qu'est-ce qu'il a abouti comme conclusion? Il a abouti à cette conclusion-là. Regardez, bon, ça c'est un juriste, c'est même pas un économiste. Regardez la conclusion à laquelle il a abouti. J'espère que je vais le trouver. Regardez, il s'appelle Didier René Martin, c'est un professeur agrégé des facultés de droit. Il enseigne à Paris. Il a dit, c'est ainsi qu'on atteint le paradis consumériste, le prêt à taux zéro. Ça n'a rien à voir avec l'islam, mais c'est un calcul qu'il a fait. Il était en train d'étudier l'information de la monnaie. Donc, la monnaie ne peut pas, en tant qu'instrument de mesure, vous ne pouvez pas lui trouver une explication, etc., pour dire il faut qu'elle grossisse. Et moi, ce que je trouve dans ces fameuses banques islamiques, ils utilisent des produits, des stratagèmes pour faire grossir la monnaie. Cette banque, qui s'appelle Banque Islamique, elle me prête de l'argent. La maison coûte 400 000 dirhams. Eux, ils me prêtent 800 000 dirhams parce qu'ils me l'ont vendu à 800 000 dirhams. Qu'est-ce qui explique les 400 000 dirhams? Dites-moi, ils sont des vendeurs de maisons? C'est pas leur métier. Et on a une règle dans l'islam. Quand je vous prête de l'argent et j'en tire un avantage quelconque, c'est riba. Ça veut dire qu'il n'y a pas le milliardième de... Je vous ai donné l'exemple de la ville de Vogel. Je pense que c'est un exemple à méditer, même si l'islam est beaucoup plus précis que ça.